Le brouhaha incessant du restaurant. Le moineau doré était, un vendredi soir, le son même de la réussite pour n'importe quel observateur extérieur. Mais pour Hélène Vasseur, dissimulée à l'intérieur d'un uniforme en polyester noir rigide et de taille trop grand, cela ressemblait au chaos pur et simple. Actuellement, elle n'était que Lucie, une nouvelle employée avec un CV fabriqué de toutes pièces et un besoin désespéré de travail. Mais sa véritable identité, Hélène Vasseur, héritière de 28 ans de l'empire de restauration Vasseur et propriétaire légitime de cet établissement prestigieux situé au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, à Paris, était enfouie profondément sous cette façade. Elle manœuvra maladroitement avec un plateau de verres à eau, ses mains non habituées au travail manuel, tremblant légèrement sous le poids inhabituel, tandis qu'une voix tranchante aboya derrière elle. « Attention à ta gauche, Lucie. » C'était Léo Dubois, un chef de rang au front perpétuellement plissé par le stress et aux pieds les plus rapides de la salle à manger, qui passa en trombe à côté d'elle, une tour impossible d'assiettes en porcelaine de Limoges en équilibre sur un bras. « Tu es complètement dans le jus. Respire un peu ou tu vas tout faire tomber. » lui chuchota-t-il sans ralentir. « Désolé, Léo, » marmonna-t-elle en manœuvrant son plateau vers la table 7, se rappelant qu'elle était ici pour une raison cruciale, car son père, Jean-Pierre Vasseur, avait adoré cet endroit qu'il avait bâti à partir de rien. Au cours des 6 mois qui avaient suivi sa crise cardiaque fatale, Hélène, qui possédait un MBA d'AHEC Paris, mais avait toujours travaillé du côté administratif du groupe, avait vu les bénéfices du moineau doré piquer du nez de manière alarmante, les chiffres ne se contentant pas de baisser, mais tombant littéralement d'une falaise. L'expert comptable de longue date de son père, un homme merveilleusement sec nommé M. Ernaud, l'avait signalé avec inquiétude, notant que les factures pour les grands crus classés étaient astronomiques, mais que les recettes ne correspondaient pas, suggérant une perte de près de 30 000 € par mois en stock. Le directeur général, Marc Thomas, avait été le protégé de Jean-Pierre, un homme aux cheveux gominés en arrière, portant des costumes à 1 000 € et affichant un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux froids. Lorsqu'Hélène l'avait interrogé par appel vidéo depuis son congé de deuil prolongé en Provence, Marc s'était montré dédaigneux, prétextant qu'il s'agissait de la casse, du gaspillage, du nouveau personnel, et ajoutant avec condescendance qu'elle ne devait pas s'inquiéter de sa jolie petite tête car il gérait la situation. Hélène détestait qu'on lui dise de ne pas s'inquiéter de sa jolie tête. C'est ainsi que Lucie était née, postulant en ligne, interviewée par un assistant manager, harcelée et embauchée sur le champ, sans que Marc Thomas, l'homme supposé la voler, ne daigne rencontrer sa nouvelle employée de bas niveau. Lucie, la table 4 a besoin de l'addition, et les Delacroix viennent de s'asseoir à la table. 11, c'est ta table. Bonne chance, chuchota Léo en passant devant le comptoir d'accueil, ajoutant un avertissement sombre qu'elle était un véritable cauchemar. Les yeux d'Hélène se posèrent sur la table 11, la meilleure banquette de la maison avec vue sur le jardin du Luxembourg, où un homme, Arthur Delacroix, faisait déjà défiler l'écran de son téléphone avec un air d'ennui profond, tandis que la femme à ses côtés irradiait le mécontentement. C'était Camille Delacroix, portant un collier de diamants qui coûtait plus cher que le faux appartement qu'Hélène louait pour sa couverture. Ses cheveux blonds sculptés en un carré sévère et coûteux, tapotant un ongle rouge sang parfaitement manucuré sur la carte des vins. Hélène redressa ses épaules, plaqua sur son visage son sourire de façade et s'approcha en disant « Bonsoir, bienvenue au Moineau doré. Je m'appelle Lucie et je serai votre serveuse ce soir. Puis-je commencer par vous servir de l'eau et peut-être un apéritif? » Camille ne leva pas les yeux, commandant de l'eau pétillante italienne et non ce poison domestique qu'on avait essayé de lui refiler la dernière fois, et exigeant que le directeur sache qu'elle avait demandé la table près de la fenêtre, trouvant cette banquette à peine acceptable. « Tout de suite, madame, » répondit Hélène, notant mentalement qu'elle était pourtant assise à la table principale près de la fenêtre. Puis elle alla récupérer la bouteille d'eau gazeuse à 15 €, ses mains se stabilisant, car elle pouvait faire cela, ce n'était que de la collecte de données. Lorsqu'elle revint,
Camille était au milieu d'une plainte adressée à son mari, affirmant que tout l'endroit avait périclité depuis la mort de Jean-Pierre Vasseur et que le petit personnel ne semblait plus se soucier de rien. Hélène tressaillit, ressentant une piqûre de chagrin froide et aiguë, mais elle posa les verres et demanda s'ils étaient prêts à commander. Camille soupira, un son théâtral de longue souffrance, et déclara qu'elle prendrait le flétan poêlé, mais avec des notes spécifiques, sortant Hélène son stylo pour écouter attentivement. « Je ne le veux pas poêlé, car c'est beaucoup trop gras. Je le veux poché, mais pas dans l'eau, ce qui est pour les paysans. Dites au chef de le pocher dans la bisque de homard. Et pour le risotto qui l'accompagne, absolument pas de parmesan, mais du fromage de chèvre. Juste un soupçon, et si je peux trop le goûter, je le renverrai. Quant aux asperges, elles doivent être blanchies et non rôties, sans aucune trace de brûlé. Avez-vous compris ou était-ce trop compliqué pour vous? » L'esprit d'Hélène, capable de traiter des analyses de marché complexes, enregistra la commande avec aisance, un flétan poché dans la bisque, risotto avec un soupçon de chèvre, asperges blanchies, le tout compris parfaitement. Camille sembla vaguement déçue que Lucie n'ait pas été décontenancée et marmonna « Nous verrons bien ». Hélène se rendit en cuisine, se préparant à l'explosion du chef Antoine, un Français tempétueux mais brillant, qui rugit que pocher dans la bisque était un sacrilège et demanda qui était cet imbécile. « Table 11, Camille Delacroix », répondit Hélène, ce qui fit grimacer Antoine, qui concéda que c'était son enterrement, mais que cela prendrait du temps. 25 minutes agonisantes plus tard, le plat était prêt et, malgré les demandes absurdes, il était magnifique. Hélène le portant à la table, le cœur battant et le posant devant Camille, en annonçant votre flétan, madame. Camille Delacroix le fixa pendant 10 longues secondes, prit sa fourchette, détacha délicatement un petit morceau de poisson, le trempa dans le risotto et le porta à ses lèvres, mâchant 1 fois, 2 fois, avant que son visage, figé dans un masque de supériorité ennuyée, ne se torde en une expression de dégoût absolu. Elle cracha la nourriture dans sa serviette en lin et hurla que c'était de la bouillie, claquant sa fourchette sur la table, faisant taire l'ensemble du restaurant de 80 couverts. « C'est infect, c'est immangeable, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » cria-t-elle, tandis qu'Arthur Delacroix ne levait même pas les yeux de son téléphone, tentant un timide apaisement que sa femme rejeta violemment. Elle pointa son doigt au bout rouge directement sur Hélène, en exigeant de voir le directeur immédiatement. Le sang d'Hélène se glaça, sentant chaque regard de la salle à manger peser sur elle, une bouffée de chaleur montant à son cou, mélange d'adrénaline pure et d'humiliation brûlante, car cela ne faisait pas partie du plan qui était de rester invisible. « Mes excuses, madame, je vais le chercher immédiatement », dit Hélène d'une voix admirablement stable, tournant les talons pour marcher rapidement vers l'arrière, car les serveurs ne courent jamais, où elle vit Marc Thomas appuyé contre la porte de son bureau en train d'envoyer des SMS. L'air ennuyé. « Monsieur Thomas », dit Hélène d'une voix basse. « La table 11. Madame Delacroix a une plainte concernant sa nourriture. » Marc empocha son téléphone, son sourire charmeur se mettant en place comme une arme, déclarant « Ah, la charmante Camille, bien sûr qu'elle a une plainte », lissant sa cravate en soie et ajustant ses boutons de manchette avant de lancer « Allons calmer le dragon ». Il s'avança dans la salle, Hélène suivant quelques pas derrière comme l'exigeait le protocole, l'air étant encore lourd de tension. Madame Delacroix, Arthur, un plaisir comme toujours, tonna Marc, sa voix irradiant une fausse chaleur et ignorant complètement la nourriture crachée sur la table, demandant s'il y avait un problème avec le tas plate. Le regard de Camille était venimeux lorsqu'elle répondit que ce n'était pas un problème, mais un désastre, agitant une main dédaigneuse vers Hélène en disant qu'elle avait donné à sa nouvelle fille une instruction très simple et très claire et qu'elle lui avait apporté cette saleté. « J'ai noté la commande exactement comme vous l'avez dit », interjecta Hélène. Une rupture de protocole qu'elle ne put empêcher, confirmant l'avoir transmise au chef Antoine, flétan poché dans la bisque et léger chèvre.
Camille Delacroix se tourna vers elle, la force totale de son snobisme, aiguisée par des années à brandir l'argent de son mari, étant époustouflante, sifflant de ne pas oser lui répondre et de ne pas insinuer que c'était de sa faute, demandant si elle avait la moindre idée de qui elle était et de qui était son mari. « Madame, je voulais seulement dire, » commença Hélène, mais Camille la coupa sèchement en disant qu'elle ne voulait rien dire car elle n'était rien, la regardant de haut en bas, ses yeux s'attardant sur l'uniforme mal ajusté et les chaussures bon marché mais pratiques d'Hélène. « Tu n'es qu'une ordure », lâcha-t-elle, le mot frappant l'air et y restant suspendu en vibrant. « Tu es une ordure », répéta Camille plus fort comme pour savourer le mot, ajoutant que les gens comme elle ne pouvaient même pas prendre une simple commande correctement, qu'elle n'avait probablement même pas le baccalauréat et qu'elle dérivait d'un emploi subalterne à l'autre en ruinant les expériences des clients payants, concluant qu'elle était incompétente et une ordure. Hélène se figea. Son MBA d'HEC, sa maîtrise de 3 langues, son appartement de grand standing, tout cela s'évapora. Et, en cet instant, elle n'était que Lucie, la serveuse maladroite, sentant la brûlure des larmes, non pas à cause de l'insulte elle-même, mais de la pure malice qui la sous-tendait. L'humiliation publique était un poids physique, et elle regarda Marc, s'attendant à ce qu'il intervienne pour défendre son personnel, pour dire que c'était inapproprié, comme tout bon employeur le ferait. Marc Thomas fit l'opposé, gloussant d'un petit rire obséquieux en disant que Madame Delacroix était comme toujours brutalement honnête et absolument dans le vrai, tournant son sourire vers Hélène, qui n'était plus charmant mais froid, ordonnant à Lucie de s'excuser immédiatement auprès de Madame Delacroix pour son incompétence. La tête d'Hélène se releva brusquement, demandant m'excuser, Monsieur Thomas. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Tu as échoué? Claqua Marc, sa voix comme un coup de fouet. Tu as échoué à fournir le niveau de service du moineau doré. Tu as échoué à satisfaire le client, et le client a toujours raison. Maintenant, excuse-toi. Tout le restaurant regardait. Léo était figé près de la station de service avec un regard de pitié et de dégoût, et la mâchoire d'Hélène était si serrée qu'elle en avait mal, se sentant piégée, car si elle brisait sa couverture maintenant, Marc le saurait et cacherait les preuves. « Avalez-le, Hélène. Avalez-le pour votre père, » se dit-elle en prenant une inspiration et en regardant Camille Delacroix pour dire « Madame Delacroix, je suis désolée, je m'excuse que mon service et la nourriture n'aient pas répondu à vos attentes. » Le sourire de Camille était triomphant, ressemblant à un chat qui venait de coincer une souris, disant que c'était la moindre des choses. « Bien sûr, Madame Delacroix, votre repas entier ce soir est offert, » dit Marc en rayonnant, ainsi qu'une bouteille de Dom Pérignon 86,8 pour la maison. « Eh bien, c'est un début, » dit Camille en se penchant en arrière apaisée. « Et Lucie, » dit Marc sans la regarder, « va à la cuisine. Tu es de corvée de plonge pour le reste de la soirée. Disparais de ma vue, tu as de la chance d'avoir encore un travail. » Hélène se tourna, son visage un masque de contrôle de fer, et retourna à travers les portes battantes dans la cuisine chaude et bruyante, s'appuyant contre le mur en acier inoxydable dès que la porte se referma, son corps tremblant d'une rage si profonde qu'elle lui donnait le vertige. Une ordure, elle avait déjà été insultée auparavant, mais ceci était différent, ce n'était pas juste du snobisme, il y avait une joie malsaine, une cruauté personnelle et ciblée. Le chef Antoine la vit et demanda ce qui s'était passé. Hélène, chuchotant qu'elle avait dit que c'était de la bouillie. « Bah, cette femme mange comme une chèvre. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie, » dit Antoine. Mais Hélène pensait que c'était sa faute d'avoir été aveugle, sa faute de laisser cet homme, Marc, ruiner l'héritage de son père. Quelques minutes plus tard, Léo poussa la porte et demanda si ça allait. Hélène mentant qu'elle allait bien en saisissant un tablier rugueux pour la plonge. Léo se pencha pour lui dire de ne pas les laisser l'atteindre, surtout pas ces deux-là. Et quand Hélène demanda qui, il expliqua que Marc et Camille étaient très copains, vraiment très copains, qu'elle venait pour des déjeuners gratuits 3 fois par semaine, toujours quand il était de service, toujours un problème, toujours un repas gratuit, et maintenant du Dom Pérignon gratuit,
secouant la tête en disant que quelque chose puait et que ce n'était pas le poisson. Hélène s'arrêta, une bouteille de champagne à 400 €, offerte en plus d'un repas à 200 € annulé, et demanda à Léo comment ils se connaissaient. Léo haussa les épaules, disant que cela durait depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, mais que cela empirait chaque mois depuis que M. Vasseur était décédé, Marc étant le roi maintenant. Il ajouta qu'il l'avait vu l'aider à mettre son manteau un peu trop familièrement et qu'elle se plaignait toujours des nouvelles recrues, les faisant virer comme si c'était un jeu pour elle. L'esprit d'Hélène commença à fonctionner. L'analyste et la PDG, prenant le relais de la serveuse humiliée, réalisant que ce n'était pas une cruauté aléatoire, mais une tactique, Camille n'étant pas juste une cliente difficile, mais une distraction, une boule de démolition créant le chaos, ébranlant le nouveau personnel, justifiant la gestion stricte de Marc et obtenant des repas gratuits et peut-être plus. Hélène demanda d'une voix dangereusement calme depuis combien de temps cela durait et Léo répondit que c'était constant. Hélène plongea ses mains dans l'eau chaude et savonneuse de la plonge. Lucie était humiliée, mais Hélène Vasseur venait de trouver son premier fil et elle allait tirer dessus jusqu'à ce que toute la tapisserie pourrie se défasse. Le reste du service fut un nouveau genre d'enfer. Hélène, propriétaire de l'immeuble, resta debout pendant 4 heures à la plonge, une alcôve exiguë et vaporeuse qui sentait la vieille nourriture et le savon industriel, son dos lui faisant mal et ses nouvelles chaussures antidérapantes écorchant ses talons, la vapeur du lave-vaisselle transformant ses cheveux en un gâchis humide et frisé. Mais son esprit n'était pas sur la crasse. Il était sur les chiffres, une bouteille de champagne à 400 €, offerte juste comme ça, Marc Thomas, ne la regardant même pas quand elle pointa à 1h15 du matin. Elle sortit en boitant par la porte arrière dans la fraîcheur de la ruelle parisienne, son uniforme en polyester collant à sa peau, mais elle n'alla pas à son appartement de Lucie, un petit studio meublé à Belleville. Elle prit un taxi et rentra chez elle, un penthouse avenue Montaigne avec vue sur la tour Eiffel, l'appartement de son père et maintenant le sien. Elle ignora les canapés en velours moelleux et les baies vitrées pour aller directement dans le bureau de son père, une pièce lambrissée d'acajou sombre et sentant les vieux livres et le cuir, où elle s'assit à son bureau massif, alluma son ordinateur portable et se connecta au vrai système. Marc avait accès au logiciel opérationnel du restaurant, mais Hélène avait un accès administrateur à l'ensemble du système central du groupe Vasseur, y compris la comptabilité de haut niveau et le système de sécurité redondant et caché que son père, un homme profondément méfiant, avait installé des années auparavant. « D'accord, Marc, » chuchota-t-elle à la pièce vide. « Voyons tes comptes. » Et elle sortit le rapport des offerts et annulations pour le Moineau doré, le recoupant avec les dates où Léo avait dit que Camille Delacroix venait déjeuner. Léo n'exagérait pas. Mardi 21 octobre, 245 € de repas offerts, gérant M. Thomas, raison nourriture froide. Vendredi 24 octobre, 210 € offerts, gérant M. Thomas, raison service lent. Lundi 27 octobre, 180 € offerts, gérant M. Thomas, raison cheveux dans l'assiette. Cela continuait pendant des mois, Camille Delacroix mangeant, gratuitement plusieurs fois par semaine, toujours sous l'autorité de Marc. Mais c'était de la petite monnaie, quelques milliers d'euros. Cela n'expliquait pas les centaines de milliers manquant en vain, 30 000 € par mois, murmura Hélène, se demandant où cela passait. Elle accéda au registre d'inventaire. M. Cerneau avait raison. Les commandes étaient massives, 10 caisses de Château Lafite Rothschild, 5 caisses de Pétrus, des bouteilles qui se vendaient au détail pour des milliers d'euros, enregistrées dans l'inventaire puis disparues, ni vendues, ni offertes, ni cassées, juste parties. Le cœur d'Hélène martelait, c'était du grand banditisme, et elle accéda ensuite aux images de sécurité, non pas le flux granuleux que Marc regardait depuis son bureau, mais celui en haute définition basé sur le cloud. Elle remonta à 20h30, juste après avoir été bannie à la plonge, et regarda le flux de la caméra au-dessus du bar où Marc faisait des ronds de jambes avec Camille et Arthur Delacroix à leur nouvelle meilleure table.
leur versant le Dom Pérignon 98 lui-même, Camille riant, ce visage cruel, animé, sa main posée sur le bras de Marc, tandis qu'Arthur était toujours sur son téléphone. Hélène fit une avance rapide jusqu'à 21h15. Les Delacroix partaient, Marc les accompagna à la porte, aida Camille avec son manteau et, comme Léo l'avait dit, c'était trop familier. Il lui tint les bras un moment trop long, puis, alors qu'Arthur marchait devant, Marc glissa subtilement et rapidement une enveloppe blanche épaisse dans le sac à main de créateur de Camille. Le souffle d'Hélène se coupa. Elle zooma, rejoint le clip image par image, une enveloppe d'affaires blanche et épaisse passant de son directeur à la femme qui venait de l'humilier publiquement. « Ce n'est pas juste des repas gratuits », chuchota Hélène. « C'est un paiement, mais pourquoi Camille le faisait-elle chanter ou était-elle une complice? » L'esprit d'Hélène s'emballait. Le vin était le véritable argent, gardé dans la cave principale, une chambre forte à température contrôlée au sous-sol du restaurant. Elle afficha le flux de la caméra pour le couloir à l'extérieur de la cave, car la cave elle-même n'avait pas de caméra, son père ayant trouvé cela vulgaire. Elle scanna les images jour après la fermeture. 2h30, 3h, et là, mardi dernier à 3h04, le capteur de la porte de la ruelle arrière fut déclenché. La lumière du couloir s'alluma et Marc Thomas apparut en vêtements de ville, jeans et sweat à capuche sombre. Il regarda autour de lui, puis tapa un code sur le clavier de la cave, entra à 3h07, ressortit portant une caisse en bois, la caisse distinctive marquée du château Laffitte, la porta par la porte de la ruelle arrière, revint les mains vides à 3h11, retourna dans la cave à 3h12 et ressortit avec une autre caisse à 3h14. Hélène regarda, l'estomac retourné, son directeur général, le protégé de Tate, son père, voler 4 caisses de vin d'une valeur de plus de 20 000 € en moins de 20 minutes, murmurant espèce de salaud. Donc Marc était le voleur. Mais où les Delacroix s'intégraient-ils? Camille était la distraction. Ses scènes publiques, ses plaintes, ses demandes constantes gardèrent le personnel terrorisé, non concentré et avec un taux de rotation élevé. Le nouveau personnel comme Lucie étant trop effrayé et confus pour remarquer les irrégularités, et elle était payée pour sa performance en enveloppe de liquide et repas gratuits. Mais le mari, Arthur Delacroix, il restait juste assis là, ennuyé sur son téléphone. Hélène rejoint les images de l'arrivée des Delacroix, zooma sur le téléphone d'Arthur. Il était sur un site d'enchères spécialisé, un site d'enchères de vin, et le sang d'Hélène se glaça en disant « Oh mon Dieu !» Marc volait le vin, Camille fournissait le chaos et la couverture, et Arthur, le mari ennuyé, était le receleur. Il vendait l'inventaire inestimable de son père sur le marché noir. Le commentaire sur l'ordure n'était pas juste une insulte, cela faisait partie du travail. Le travail de Camille était d'être si monstrueuse, si exigeante que Marc passait pour un héros en la gérant, tout en identifiant et en éliminant tout personnel comme Lucie qui semblait trop compétent ou trop observateur. Hélène s'adossa à son siège, l'ampleur de la trahison s'installant sur elle. Il ne volait pas seulement, il vidait l'héritage de son père en riant. Sa rage avait disparu, remplacée par quelque chose de froid, déguisé et de patient. Elle avait été Lucie la victime. Maintenant, elle était Hélène Vasseur la chasseuse, et elle savait exactement ce qu'elle avait à faire. Hélène ne dormit pas, elle passa les 4 heures suivantes à élaborer un plan, se coordonnant avec M. Ernaud et passant 2 appels téléphoniques très importants, l'un à une société de sécurité privée, l'autre à un avocat spécialisé dans la fraude d'entreprise. Lorsqu'elle se présenta pour son service en tant que Lucie à 16h le lendemain, elle avait l'air encore plus pathétique que la veille, n'ayant pas pris la peine de se maquiller, de vraies cernes sombres ombrageant ses yeux, portant le même uniforme mal ajusté, ressemblant à une femme qui avait passé la nuit à récurer la vaisselle et à s'inquiéter pour son emploi. Marc était déjà là, tenant sa réunion d'avant-service, et il eut un sourire narquois en la voyant, disant « Tiens, regardez qui a décidé de se montrer. » Les autres serveurs gloussant nerveusement. « Lucie,
Tu n'es pas en salle ce soir. Tu vas polir l'argenterie à l'arrière, tout, et ensuite tu seras de nouveau à la plonge. Suis-je clair? Demanda-t-il. Oui, monsieur Thomas, répondit Hélène, sa voix une imitation parfaite d'une employée intimidée. Bien. Maintenant pour le reste d'entre vous. Ce soir est énorme. Nous avons le critique gastronomique du Figaro qui vient, réservation anonyme, donc je veux chacun d'entre vous au sommet de son art. Le service doit être impeccable. La tête d'Hélène se releva. Un critique ce soir? Elle observa Marc, qui adorait ça. Il était le roi de son château, réprimandant une employée tout en ralliant les autres, n'ayant aucune idée de ce qui l'attendait. Hélène alla docilement au poste arrière, un petit coin exigu près de la cuisine, et commença la tâche abrutissante de polir les fourchettes. Mais elle écoutait. Léo la trouva 1 heure après le début du service, disant que c'était dur ce qu'il lui faisait et que ce n'était pas juste. Hélène leva les yeux, mettant du désespoir dans son regard, disant « Léo, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je ne peux pas me faire virer. Qu'est-ce que je fais? » Léo soupira en regardant par-dessus son épaule, conseillant de garder la tête basse et de rester loin de la table 11. Le sang d'Hélène se glaça en demandant s'ils étaient là ce soir. « Oui, » dit Léo sombrement. « Camille Delacroix s'est assise il y a 10 minutes, seule, et elle est d'humeur. C'était une complication inattendue ou était-ce une opportunité? » « Léo, » dit Hélène d'une voix suppliante, « je ne fais que polir, et si elle demande après moi? » « Elle ne demandera pas après toi, Lucie. Elle te déteste, » dit Léo. « Mais si elle le fait, » insista Hélène, « Marc me virera sur le champ si je n'y vais pas, mais il me virera si j'y vais et que je gaffe. Je suis piégé. » Le visage de Léo s'adoucit, disant « Écoute, cache-toi juste ici, je te couvrirai. » « Merci, Léo. Tu es vraiment une bonne personne, » dit Hélène. Léo lui fit un petit sourire triste et se précipita au loin. Hélène attendit, polie, écouta le bourdonnement et le cliquetis du restaurant entrant dans son coup de feu nocturne. 10 minutes passèrent, puis la voix de Marc retentit. « Lucie, viens ici tout de suite. » Elle se précipita, essuyant ses mains sur son tablier. Marc avait l'air furieux, disant « Table 11, elle demande après toi. » « Moi » feignit la panique Hélène. « Mais pourquoi? Elle me déteste. »« Je ne sais pas, et je m'en fiche. » grogna-t-il. Elle a dit « Envoyez-moi l'ordure. Je veux voir si elle peut gérer une simple commande de boisson. C'est un jeu pour elle. Tu vas là-bas, tu prends sa commande, tu souris et tu ne gaffes pas. Vas-y. » Le cœur d'Hélène battait à tout rompre. C'était le moment. Elle marcha vers la table 11 où Camille était assise seule, une étole de fourrure drapée sur sa chaise, sirotant un verre d'eau, et elle leva les yeux à l'approche d'Hélène, un sourire lent et cruel s'étendant sur son visage. Ronronnant. « Tiens, tiens, ils t'ont laissé rester. Je suis si surprise. Je pensais que l'ordure aurait été sortie à l'heure qu'il est. » Hélène serra son petit carnet de commandes, disant « Bonsoir, Madame Delacroix. Que puis-je vous servir ce soir? Je veux un martini, mais je suis très particulière. » Camille se pencha en avant, comme pour partager un secret. « Vodka pas gin. Ça doit être de la belvédère. Ça doit être secoué jusqu'à ce que des cristaux de glace se forment sur le dessus. Pas une seconde de moins. 3 olives dénoyautées, et je veux que le verre soit si froid qu'il fasse mal au toucher. Est-ce que ton petit esprit simple peut gérer ça? Martini belvédère, secoué cristaux de glace, 3 olives, verre glacé, oui madame. Nous verrons, dit Camille avec un sourire narquois en la congédiant d'un geste. Hélène alla au bar, relaya la commande au barman en insistant sur chaque point, le regarda le faire, c'était parfait, le verre était givré, la vodka trouble de froid. Elle prit le plateau, commença le chemin de retour vers la table 11, et alors elle trébucha. C'était un chef-d'œuvre de comédie physique. Elle accrocha son pied au pied d'une chaise vide, tituba, et le plateau entier, martini glacé et tout le reste, vola de sa prise, décrivant un arc parfait et horriblement ralenti dans les airs, pour atterrir directement sur les genoux de Camille Delacroix.
Il y eut un hurlement dont Hélène se souviendrait toute sa vie. Un bruit de rage primitive pure. Camille bondit, trempée de vodka glacial, des olives roulant sur le sol, hurlant « Toi, tu as fait ça exprès, espèce de sale ordure stupide. » Le critique gastronomique, les autres convives, tout le monde fixait la scène. Marc Thomas fut à la table en quelques secondes. Son visage n'était plus charmant. C'était un masque de fureur meurtrière, pur, rugissant Lucie dans mon bureau maintenant. Hélène, feignant les larmes, couvrit son visage en disant « Je suis tellement désolé, j'ai trébuché. Je suis tellement désolé. Je vais te faire virer, je vais te faire arrêter. » hurlait Camille, alors que le personnel se précipitait pour tamponner sa robe à 2000 €. Hélène se tourna et courut en sanglotant vers le bureau de Marc, franchissant la porte et s'effondrant sur la chaise face à son bureau, le visage dans ses mains. Marc entra en trombe une seconde plus tard, claquant la porte si fort qu'une reproduction bon marché au mur trembla, sifflant « Tu es fini, tu es cuite, espèce d'idiote maladroite. Tu viens de me coûter le Figaro, tu viens d'agresser ma meilleure cliente. » Hélène leva les yeux, les larmes avaient disparu, sa voix était de glace lorsqu'elle dit « Assieds-toi, Marc. » Marc se figea, le changement dans son ton, l'absence absolue de peur, était si brutale que c'était comme une gifle, demandant quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit « Assieds-toi », répéta Hélène en désignant sa propre chaise. Nous devons parler de ton vol. Son visage passa du rouge à un blanc maladif et tacheté, bégayant « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Oh, je pense que tu le sais. Hélène plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit un minuscule enregistreur audio haute définition, ajoutant « Au fait, tu es enregistré comme tu l'as été ces dernières. 48 heures. » Elle cliqua sur un bouton de l'enregistreur. Sa propre voix suppliante remplit la pièce, disant « Léo, j'ai vraiment besoin de ce travail, je ne peux pas me faire virer. » Puis la voix de Léo disant « Garde juste la tête basse et reste loin de la table 11. » Elle cliqua à nouveau. La voix de Camille dégoulinant de venin, disant « Envoyez-moi l'ordure, je veux voir si elle peut gérer une simple commande de boisson. » Marc fixait l'enregistreur, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Et puis, continua Hélène d'une voix dangereusement calme, « Il y a ça. » Elle cliqua à nouveau sur le hurlement de Camille, espèce de sale ordure stupide, et la voix de Marc disant « Mon bureau maintenant. » Un cas clair de harcèlement ciblé, suivi d'un licenciement abusif, c'est un beau procès, dit Hélène sur le ton de la conversation. Mais honnêtement, c'est le cadet de tes soucis. Toi, qui es-tu? Bégaya-t-il. Je suis Lucie, la serveuse maladroite, l'ordure que tu étais sur le point de virer. Hélène se pencha en avant. Je suis aussi celle qui a regardé les images de sécurité de 3h04 du matin mardi dernier. Les vraies images, celles qui te montrent, en train de sortir, 4 caisses de Château Lafite par la porte arrière. Marc cessa de respirer. Je te tiens, Marc. J'ai les registres d'inventaire, j'ai la vidéo haute définition, j'ai les rapports de gratuité pour ta petite amie Camille, j'ai l'enveloppe remplie d'argent que tu lui as glissé hier soir, et j'ai son mari Arthur qui recèle ma propriété sur un site d'enchères de vin. Il était gris, il avait l'air d'être sur le point de vomir. Mais voici le problème, dit Hélène en se levant. Le vrai argent, le vin, est dans la cave, et j'ai besoin d'y entrer, mais je n'ai pas le code. Elle sourit, un sourire froid et tranchant qui ne touchait pas ses yeux. Tu vas me le donner. Ou quoi? Chuchota-t-il. Ou les 2 officiers de police que j'ai à la table 7 en ce moment, ceux que tu penses être le critique du Figaro, vont entrer ici et t'arrêter pour grand banditisme. Mais si tu coopères, si tu me donnes le code, peut-être que je peux juste appeler ça un licenciement abusif et te laisser sortir d'ici. Peut-être. C'était un mensonge, bien sûr, mais il était terrifié, cherchant une issue, disant « Tu mens, tu bluffes. » Vraiment, le sourire d'Hélène s'élargit. Le code Marc, où je leur fais signe. Marc Thomas, le roi de son château, l'homme qui l'avait traité d'ordure,
la fixa pendant un long moment silencieux, puis il craqua, chuchotant « Me 4. Merci, dit Hélène en marchant vers la porte du bureau, ajoutant « Oh et Marc, tu es viré. » Elle le laissa dans le bureau, son monde entier s'effondrant, et marcha calmement à travers la salle à manger, chaotique, passant devant une Camille Delacroix toujours fumante de rage, et droit vers les escaliers du sous-sol. Elle avait la clé. Maintenant, il était temps d'ouvrir la boîte. Le sous-sol du Moineau doré était un contraste frappant avec l'opulence du dessus, frais, calme et sentant la pierre humide et la poussière vintage. Les pas d'Hélène résonnèrent sur les escaliers en béton. Elle ignora le stockage sec et le placard à linge, se dirigeant droit vers la lourde porte en chêne au bout du couloir, marquée cave, vasseur privé. Elle se tint devant le clavier, l'héritage de son père verrouillé derrière un code utilisé par un voleur. Sa main tremblait, non pas de peur mais d'anticipation. Elle tapa le code 974. La serrure cliqua avec un bruit lourd et satisfaisant. Elle poussa la porte. L'air était refroidi à 12 degrés parfaits. Des rangées et des rangées de bouteilles, verres sombres, reposaient dans leur casier. C'était la passion de son père. Il avait organisé cette collection pendant plus de 30 ans et Marc l'avait traitée comme sa tirelire personnelle. Elle alluma l'unique ampoule de faible puissance au plafond. La première chose qu'elle vit furent les trous, comme des dents manquantes, les casiers où les premiers grands crus de Bordeaux, les plus précieux, auraient dû être étaient vides. Château Laffitte, Château Margaux, tous partis. Mais encore plus accablants étaient les autres casiers, ceux tenant les vins moins importants, les bouteilles à 300 ou 500 euros étaient aussi à moitié épuisées. Ce n'était pas juste un vol ciblé, c'était un pillage. Le plan d'Hélène avait été de simplement documenter les casiers vides pour faire correspondre les preuves physiques avec les numériques, mais alors qu'elle marchait plus profondément dans la cave, quelque chose semblait clocher. Son père avait construit cette cave avec un maçon local. Elle en connaissait chaque centimètre. Elle s'était cachée ici enfant pendant des parties de cache-cache. Elle passa sa main le long du mur du fond, une surface en pierre brute derrière les casiers principaux. Il y avait un petit nœud presque imperceptible dans le bois du casier. Un marqueur, elle se souvint de la voix de son père, un jeu auquel il jouait. Quel est le secret? Hélène, le secret avait-elle chuchoté en retour, est que les choses les plus précieuses sont cachées à la vue de tous. Elle poussa sur le casier en bois, à gauche du nœud. Il ne bougea pas. Elle poussa sur la droite. Un petit clic et une section du casier à vin, tenant 12 bouteilles d'un simple pinot noir, pivota vers l'avant, révélant une petite cavité sombre dans le mur derrière. Un coffre-fort? Non, pas un coffre, c'était une petite boîte à documents ignifugée. Le sang d'Hélène battait dans ses oreilles. Ce n'était pas à son père, il n'avait jamais utilisé cet endroit pour la paperasse. C'était la cachette de Marc, verrouillée avec un simple cadran à combinaison. L'esprit d'Hélène s'emballa, réfléchit. Marc, réfléchis. Tu es arrogant, tu es paresseux. Quel est le code? Son anniversaire trop évident? 1134 trop simple. Puis ça la frappa, le code de la cave, celui qu'il venait de lui donner. Il n'avait jamais imaginé que Lucie trouverait ça. Il avait utilisé le même code. Elle composa 904. Clic, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent comme elle s'y attendait. C'était mieux, c'était un registre, un petit carnet Moleskine noir. Et Marc, dans son arrogance fatale ultime, avait tout écrit. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages. Ce n'était pas juste un journal des vins volés. C'était une deuxième comptabilité pour toute son opération fantôme. Date, article, coût zéro. Prix de vente, acheteur, 8 octobre. Château Latour, vente, 2004 000 euros. Acheteur AD, 19 octobre, une caisse, Screaming Eagle vente, 7 500 euros. Acheteur AD, 24 octobre, paiement en espèces. CD, 1000 euros. Raison bonus de distraction critique. Hélène se sentit malade. Bonus de distraction, c'est ce qu'elle était. C'est ce que son humiliation avait été. Une ligne dans le carnet d'un criminel. Elle tourna les pages.
Le vol était pire qu'elle ne l'imaginait. Il ne volait pas seulement du vin. 15 octobre, 2 kilos de wagyu à 5 gâchis. 17 octobre, 300 grammes de truffes gâchis. 22 octobre, 2 kilos de foie gras gâchis. Il volait aussi la cuisine, prenant les ingrédients les plus chers et irremplaçables et les vendant à d'autres restaurants ou organisant ses propres fêtes privées. C'était une éviscération systématique de toute son entreprise. Et les initiales. AD, Arthur Delacroix. CD. Camille Delacroix était partout. Les Delacroix n'étaient pas juste des receleurs, ils étaient des partenaires. La dernière page était un résumé. Un total courant. En 6 mois, ils avaient volé 417 000 €. Hélène. La tête d'Hélène se releva brusquement. Son cœur s'arrêta. La voix n'était pas celle de Marc. Elle était grave et ennuyée. Arthur Delacroix se tenait dans l'embrasure de la porte de la cave, tenant son téléphone d'une main, mais la regardant droit dans les yeux. Camille m'a dit ce qui s'est passé. Elle a dit que la petite serveuse vulgaire l'avait agressée. Puis elle a dit qu'elle t'avait vu descendre ici. Je me suis dit que c'était étrange. Hélène referma lentement le registre. « Vous êtes AD, dit-elle. L'expression ennuyée d'Arthur vacilla. Il sourit, un sourire reptilien mince, disant « Tu es plus intelligente que tu en as l'air. Oui, je suis AD, et tu es un problème. Où est Marc? » « Marc est détenu, » dit Hélène, son esprit cherchant une issue. La porte était sa seule sortie, et il la bloquait. Il bafouille dans son bureau. Quelque chose à propos de toi étant un flic, je lui ai dit de ne pas être si dramatique. Arthur fit un pas dans la cave. La porte commença à se refermer derrière lui. Mais il avait raison sur une chose. Tu n'es pas juste une serveuse, alors qui es-tu? Sécurité d'entreprise? Détective privé? Peu importe. Ça n'a pas d'importance, dit Hélène en tenant le registre serré. C'est fini, Arthur. J'ai le livre. Tu as un livre, corrigea-t-il, en faisant un autre pas. Il était beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait réalisé. Un livre qui ne prouve rien, quelques notes facilement expliquées. Et la vidéo de Marc, les registres d'inventaire, les listes d'enchères sous ton nom, dit Hélène. Arthur s'arrêta et son sourire s'effaça, disant « Tu as été occupé ?» Il la regarda, puis regarda le registre dans sa main. « Donne-moi le livre. »« Non, » dit Hélène. « Donne-moi le livre, » répéta-t-il, « et je te laisserai sortir d'ici. Tu pourras garder ton petit travail de plongeuse. Nous te donnerons même une augmentation. » « C'est mon restaurant, espèce d'idiot. » Les mots sortirent tout seuls. La personnalité de Lucie avait disparu brûlée par la rage et l'adrénaline. Arthur fixa Hélène quoi? « Je m'appelle Hélène Vasseur. Ceci est ma cave et tu es en train de commettre une violation de domicile. » Le visage d'Arthur Delacroix passa par une série rapide d'émotions. Confusion, incrédulité, compréhension naissante et finalement panique froide pure. Il savait exactement ce que cela signifiait. Ce n'était pas un procès, c'était la prison. « Vasseur, » chuchota-t-il. « Oh non, c'est mauvais. » Il bondit, pas pour le livre, mais pour elle. Hélène réagit par pur instinct. Elle fit un pas de côté, levant son genou durement, mais il était trop rapide. Il attrapa son poignet, celui tenant le registre, et le tordit. La douleur, blanche, chaude et aiguë, remonta le long de son bras. Elle cria, laissant tomber le livre qui glissa sur le sol en béton. « Tu aurais dû continuer à polir l'argenterie, ordure !» siffla-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. Il la poussa fort. Hélène trébucha en arrière, son talon se prenant dans une grille de sol. Elle tomba, sa tête heurtant violemment le pied en bois d'un casier à vin. La cave tournoya, des taches noires dansèrent dans sa vision. Arthur Delacroix rit, un aboiement court et sec. Il se pencha et ramassa le registre, disant « Eh bien, Hélène Vasseur, il semble que votre mandat de propriétaire va être très court. » Il se tourna et marcha vers la porte. « Il leur dira, » balbutia Hélène, essayant de se relever, sa tête nageant. Arthur s'arrêta à la porte. « Qui, Marc? »
Marc est un voleur avéré. Tu es une femme hystérique qui a agressé une cliente et est ensuite tombée dans une cave à vin. C'est sa parole contre la mienne. Et moi, ma chère, je suis Arthur de la Croix. » Il sortit. Hélène entendit le bruit lourd de la porte, le bip, bip, bip du clavier, puis le clic du pêne dormant. Il l'avait enfermé. Hélène resta allongée sur le béton froid pendant un long moment, l'odeur cuivrée du sang remplissant son nez. Une petite coupure à l'arrière de sa tête saignait. La cave était noire comme de l'encre. Arthur avait éteint la lumière. La panique, froide et suffocante, monta dans sa gorge. Elle était enfermée, pas de réseau téléphonique. Personne ne savait qu'elle était en bas. Il avait le registre, lui et Camille, et Marc seraient partis dans quelques minutes. Il détruirait le livre, viderait le bureau et disparaîtrait. Le temps que quelqu'un la trouve, la piste serait froide. Non, elle ne laisserait pas cela arriver. Elle ne laisserait pas l'héritage de son père être détruit par ces vautours. Elle sentit dans la poche de son tablier l'enregistreur audio. Il était toujours là. Elle fouilla son autre poche pour son téléphone. Inutile pour un appel, mais elle avait enregistré tout le temps. Elle n'avait pas arrêté l'enregistreur audio après avoir quitté le bureau de Marc. Elle appuya sur lecture, ses propres pas sur les escaliers, le bip du clavier, le bruit de la porte, sa voix chuchotant alors qu'elle trouvait la boîte cachée, et puis la voix d'Arthur. « Hélène, sa voix. Vous êtes AD. » Sa voix. « Oui, je suis AD et vous êtes un problème. » Tout était là, sa confession, sa menace, sa révélation. « Je m'appelle Hélène Vasseur, c'est ma cave. » Le bruit de la lutte, le choc de sa tête frappant le bois. Ces derniers ce mot arrogant, c'est sa parole contre la mienne. Et moi, ma chère, je suis Arthur de la Croix. Le clic du verrou. Elle le tenait. Elle avait sa voix, elle avait sa confession. Maintenant, elle devait juste sortir. Elle rampa jusqu'à la porte, la tête tournant, criant à l'aide et frappant sur le lourd chêne, mais la porte était trop épaisse, la musique de la salle à manger trop forte. Elle s'effondra contre la porte, réfléchit Hélène, réfléchit son père, la cave. Il ne construirait pas une chambre forte sans sécurité. La ventilation, il y avait un conduit d'air, mais il était trop petit pour grimper. Le secret. Elle rampa vers le compartiment caché, tâta le mur de pierre, rien. Elle regarda les casiers vides où le Lafite avait été. Ses yeux tracèrent la grande poutre en acier qui soutenait le plafond, et alors elle le vit. Un petit boîtier métallique sur le mur, presque caché dans l'ombre, système d'extinction d'incendie, déclenchement manuel. Ce n'était pas une sortie, c'était un moyen d'appeler à l'aide. Elle se leva, ses jambes tremblant. Elle attrapa une lourde bouteille de cabernet invendu. Chuchotant d'accord, « Arthur, faisons une scène. » Et elle fracassa la bouteille contre le boîtier métallique. Une alarme de bris de glace se déclencha. Pas une sirène forte, mais un cri aigu et persistant relié directement au panneau principal du bâtiment, puis elle attrapa le lourd levier rouge et tira. À l'étage, le restaurant était dans le chaos. Camille Delacroix exigeait un médecin, un avocat et une nouvelle robe. Marc était toujours enfermé dans son bureau en hyperventilation. Arthur Delacroix marchait froidement vers la porte d'entrée, le registre dans sa poche, prêt à récupérer sa femme et disparaître. Les deux policiers à la table 7 finissaient tranquillement leur café, attendant un signal. Soudain, un cri perçant résonna depuis la cuisine et, simultanément, les alarmes incendie partout dans le restaurant explosèrent à la vie. Les lumières stroboscopiques commencèrent à clignoter. Les convives crièrent. Les serveurs formés pour cela commencèrent à diriger les gens vers les sorties en criant « Tout le monde, reste calme. Veuillez vous diriger vers la porte d'entrée calmement. » Arthur Delacroix fut pris dans la vague de clients paniqués, grognant de s'écarter de son chemin. Léo, qui essayait d'atteindre le bureau verrouillé de Marc, vit Arthur pousser à travers la foule. Il vit aussi le panneau d'incendie principal derrière le bar. L'alarme n'était pas de la fumée. C'était une traction manuelle cave. La cave où Lucie était allée.
Oh mon Dieu, souffla Léo. Il regarda Arthur. Il savait, les deux policiers étaient sur leurs pieds. Qu'est-ce qui se passe? Dit l'un à Léo. L'alarme de la cave, cria Léo. Lucie, la serveuse, elle est en bas. Et lui, il pointa Arthur. Viens juste de là. Arthur les vit. Il vit Léo pointer, il vit les deux hommes, dont les costumes ressemblaient soudain beaucoup plus à des détectives qu'à des dîneurs croiser son regard. Il courut, bouscula un serveur et fonça vers la ruelle arrière. « Police, arrêtez-vous » hurlèrent les officiers en sortant leurs armes. Au même moment, Hélène, entendant le ululement de l'alarme principale, frappait sur la porte de la cave avec la bouteille de vin vide en criant « À l'aide, je suis enfermé ». Léo, suivi par le grand sous-chef du restaurant, atteignit le sous-sol criant « Lucie, tu es là », en secouant la poignée verrouillée. « Léo, il m'a enfermé. Arthur Delacroix, il a le registre, il s'échappe. » Le sous-chef, un homme nommé Tiny, qui était tout sauf petit, abaissa son épaule et percuta la porte. Le chêne frémit, il recommença, au troisième essai, le cadre éclata et la porte s'ouvrit à la volée. Hélène trébucha dehors, saignant, étourdie mais tenant l'enregistreur audio. Haletant, il est allé vers la ruelle arrière. « Les flics sont après lui, » dit Léo. « Lucie, Hélène, tu saignes. »« Je vais bien, » dit-elle en se stabilisant. « Ce n'est pas fini. Où est-elle? » Elle monta les escaliers en trombe, ignorant les protestations de Léo. La salle à manger était presque vide, sauf pour les stroboscopes clignotants. Camille Delacroix était à l'avant se disputant avec un pompier disant « Je ne vais pas dehors, c'est humide mes cheveux. Madame le bâtiment est en alarme. » Hélène. Marc avait finalement forcé la sortie de son bureau. Son visage, un masque de terreur. Bégayant « Hélène, je. Il m'a menacé. C'était tout lui, Arthur, je. »« Garde ça, Marc, » dit Hélène, sa voix résonnant dans la pièce vide, remplie d'alarmes. Camille Delacroix se retourna, sa mâchoire tomba, elle fixa Lucie, la serveuse vulgaire qui était maintenant striée de sang et de poussière debout à côté d'un Marc Thomas terrifié, chuchotant « Toi, quoi? Qu'est-ce que c'est? » Hélène marcha vers elle, tenant l'enregistreur audio, disant « Ceci est mon restaurant, je m'appelle Hélène Vasseur. » Le visage parfaitement maquillé de Camille, devint totalement vide de choc, bégayant Vasseur comme Jean-Pierre Vasseur. « C'était mon père, » dit Hélène. « Et vous, vous êtes complice de grand banditisme. »« C'est absurde, » fanfaronna Camille. « Vous mentez, vous êtes cette affreuse serveuse. » Vraiment, la voix d'Hélène était comme du gravier. « J'ai votre mari sur bande en train de confesser. J'ai vous sur bande acceptant un bonus de distraction. Je vous ai... » Hélène fit un pas de plus, ses yeux perçant ceux de Camille, sur bande en train de me traiter d'ordure dans mon propre bâtiment. Juste à ce moment, la porte de la ruelle arrière s'ouvrit. Les deux détectives entrèrent, tenant Arthur Delacroix, menotté. Il n'était plus suffisant, son costume était déchiré et il respirait lourdement. « Nous l'avons, » dit un détective. « Et nous avons trouvé ceci. » Il tint le registre Moleskine noir, demandant Madame Hélène Vasseur. « Nous croyons que ceci est à vous. » Camille Delacroix regarda son mari menotté. Elle regarda le registre, elle regarda Hélène. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle fit juste un petit son pathétique comme de l'air fuyant d'un ballon, chuchotant « Arthur, Arthur, dis-leur qui je suis. » Arthur Delacroix ne la regarda même pas. Il fixa le sol en marmonnant « Je veux un avocat. » « Madame Delacroix, » dit le détective en sortant une deuxième paire de menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration et vol. » Alors que l'officier la menottait, la façade de Camille s'effondra finalement de manière spectaculaire, hurlant que c'était une erreur, que sa robe était ruinée, que c'était la faute de cette ordure. Hélène regarda alors qu'il l'emmenait, hurlant toujours. Elle regarda Marc qui pleurait maintenant silencieusement près du bar, et dit, et lui, pointant Marc. Le second détective acquiesça et se dirigea vers lui. Hélène Vasseur se tint seule au centre de sa salle à manger,
Les alarmes étaient silencieuses maintenant. Le seul son était le cliquetis des menottes. L'ordure, pensa-t-elle, avait finalement été sortie. Les conséquences furent rapides. Le critique du Figaro, évacué avec les autres dîneurs, ne fit pas de critique culinaire, mais écrivit sur l'arrestation des éminents mondains Arthur et Camille Delacroix et du directeur Marc Thomas pour un réseau de vols massifs. Le commentaire sur l'ordure hurlé par Camille lors de l'arrestation devint le titre. Une mondaine snob traite la propriétaire d'ordures dans un vol de 400 000 €. L'histoire fut explosive. Au tribunal, les 3 criminels essayèrent de se retourner les uns contre les autres. Arthur prétendit qu'il vendait juste du vin pour Marc. Camille prétendit qu'elle ne savait rien. Marc prétendit qu'il était la victime menacée par les Delacroix. Mais l'enregistreur audio et le registre noir les détruisirent. Arthur Delacroix, en tant que chef de réseau, reçut 5 ans de prison ferme. Marc Thomas, pour sa profonde trahison en Psens, reçut 3, et Camille Delacroix, pour son rôle de complice, reçut 18 mois et fut condamné à payer restitution pour chaque repas offert. Son statut de mondaine fut inutile de le dire révoqué. Le moineau doré ferma pendant 2 semaines. Hélène, sa blessure à la tête recousue, avait un choix, vendre l'endroit et retourner au monde de l'entreprise ou reconstruire. Elle choisit de reconstruire. Son premier acte fut de convoquer une réunion du personnel. L'équipe restante se rassembla nerveusement dans la salle à manger vide. Hélène se tint devant eux, non pas comme Lucie, mais comme elle-même, disant « Je veux m'excuser, je vous ai trompé, je suis venue ici sous couverture, parce que ce restaurant, le restaurant de mon père, saignait et je ne savais pas à qui faire confiance. » Elle regarda Léo, qui se tenait au premier rang, ajoutant « Mais j'ai découvert qui était loyal. J'ai découvert qui était bon. » Elle marcha vers Léo, disant « Léo Dubois, tu m'as montré de la gentillesse quand j'étais Lucie. Tu as assuré mes arrières. Tu aimes cet endroit. C'est pourquoi je te promeus directeur général avec effet immédiat. » La salle éclata en applaudissements alors que Léo fixait en état de choc. Hélène continuant tous ceux d'entre vous qui sont restés, qui ont travaillé à travers cela, vous recevez une augmentation et un bonus. Et ma parole qu'à partir de ce jour, la direction de ce restaurant vous respectera. Personne, plus personne ne sera jamais traité d'ordure dans mon restaurant. 2 mois plus tard, le moineau doré rouvrit, rénové, plus lumineux, et devint la réservation la plus prisée de Paris. Lors d'un vendredi soir bondé, l'endroit bourdonnait. Léo, dans un nouveau costume élégant, commandait la salle. Hélène était au bar passant en revue les reçus, quand une nouvelle serveuse, une jeune étudiante nommée Maya, l'approcha l'air terrifié, disant « Madame Vasseur, la table 4. Ils se plaignent, ils ont dit que le vin est bouchonné, je ne sais pas quoi faire. » Hélène leva les yeux, vit un couple plus âgé, l'air impatient, elle sourit, se leva, enleva son blazer et attrapa un tablier de serveur propre, le nouant autour de sa taille. Maya eut l'air confuse, demandant Madame Vasseur « Que faites-vous » ? « Je te soutiens, » dit Hélène. « Viens, allons leur parler. » Elle marcha avec Maya jusqu'à la table, disant « Bonsoir, je suis Hélène la propriétaire. J'entends que nous avons un problème avec le vin. » L'homme souffla que c'était bouchonné et affreux. « Mes plus profondes excuses, » dit Hélène. Elle renifla professionnellement le bouchon et versa une infime quantité dans un verre propre. Goûta, acquiesça, disant « Vous avez 100% raison. Ce n'est pas à nos standards. Maya, s'il te plaît, va chercher une bouteille fraîche du même millésime et dis au bar de retirer ceci de leurs notes. »« Oui, Madame Vasseur, » dit Maya, rayonnant de soulagement. Le couple eut l'air stupéfait par l'efficacité, la femme disant « Eh bien, c'était très professionnel. »« Merci, c'est mon plaisir, » dit Hélène avec un sourire chaleureux. Une bonne propriétaire ne demande jamais à son personnel de faire un travail qu'elle n'est pas prête à faire elle-même. Alors qu'elle retournait au bar, elle vit Léo lui lever un pouce depuis l'autre bout de la pièce. Elle n'était plus Lucie la victime, elle était Hélène Vasseur la propriétaire, et elle était exactement là où elle devait être. Et c'est l'histoire de comment un seul mot haineux, ordure, a fait tomber un réseau criminel massif. Hélène Vasseur pensait qu'elle cherchait juste un voleur,
Mais elle a fini par se trouver elle-même. Elle a appris qu'un titre ne vous rend pas puissant et qu'un tablier ne vous rend pas faible. La vraie ordure n'est pas la personne qui nettoie la table, c'est la personne qui la regarde de haut. Camille Delacroix a appris cette leçon à la dure. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Hélène? Croyez-vous que le karma a servi son but? Nous lisons tous vos commentaires et nous voulons savoir ce que vous auriez fait à la place d'Hélène. Cette histoire est un rappel puissant que vous devriez toujours être gentil avec les gens qui vous servent. Vous ne savez jamais, vous pourriez juste être en train de parler au propriétaire. Si vous avez aimé cette histoire de drame, de rebondissement et de vindicte ultime, s'il vous plaît, montrez votre soutien en appuyant sur ce bouton j'aime, partagez-la avec un ami qui aime une bonne histoire de vengeance et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle chaque semaine.